Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Chemin Critique, votre émission. Nous sommes heureux et surtout en ce jour qui vient juste après celui que nous avons célébré le 30 juin, la fête nationale. Nous avons donc vécu la 64e fois de notre pays qui a célébré son indépendance. Et c'est vrai qu'après 6 décennies, des questions continuent à se poser. Aujourd'hui, nous nous sommes attardés, nous allons nous attarder sur des questions non dites. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit? L'indépendance, effectivement, est intervenue en ce jour-là du 30 juin 1960. 64 ans après, les Congolais ont l'impression de n'avoir vraiment pas été indépendants. Les Congolais ont l'impression que quelque chose n'a pas été dit ou sinon caché, en tout cas pas donné. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir moi je l'appelle déjà le Mwami parce que bon, c'est quelqu'un qui aime tellement ce pays et qui l'aime surtout dans sa dimension précoloniale et qui estime que le Congo a existé en tant que peuple, en tant que savoir, en tant que nation, a existé bel et bien avant, il existera toujours à condition qu'il soit lui-même. Voilà les idées de cet homme que je reçois avec joie parce que ça faisait déjà quelques mois que ce plateau ne l'avait pas revu. Samuel Biamungu, bonsoir. Bonsoir, c'est Yamungu. Yamungu, excusez-moi. Samuel Biamungu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un chef d'entreprise, on ne nous présente plus. Vous êtes à la tête de cette dynamique société qui s'occupe de fabriquer, de mettre en place et surtout d'apporter la culture autour du drapeau. Voilà. Et vous avez publié, malheureusement je ne le montrerai pas, je garde ça pour moi-même, vous avez publié le jour de l'indépendance une très très belle photo d'un très grand drapeau dans le noir et tout ça. C'était magnifique. Merci. Je garde cette photo, je la montrerai peut-être un autre jour. Merci. Vous êtes sur ce plateau parce que, eh bien, vous venez, tout jeune vieux que vous êtes, hein, vous venez d'avoir un bébé à qui je dédie cette émission. Le bébé Ndaya, nous avons appris, et la jeune personne vient d'arriver dans ce monde. Un monde que nous devons organiser pour que, quand Ndaya aura l'âge adulte, qu'elle puisse trouver un pays organisé, un pays structuré, un pays retrouvé. C'est donc à tous les enfants qui naissent, qui viennent de naître, d'ailleurs à la date de l'indépendance, ou un peu dans les environs, que nous dédions cette émission. Pour que les jours où ils seront capables de la comprendre, de la revoir, qu'ils sachent que nous, leurs parents, nous n'avons pas chômé, nous avons continué à chercher des réponses aux questions lancinantes de notre existence. Voilà donc, c'est pourquoi vous êtes venus ce soir. Je vous ai un tout petit peu pressé, mais la naissance de ce bébé était déjà pour moi un déclic. Comment on se sent quand on est père d'une petite fille bien dans un pays en guerre? Mais comment on se sent plutôt à nouveau père? Parce que j'en ai... Vous avez beaucoup. J'en ai 4. C'est la dernière. 4e. Voilà. Ben écoute, c'est une responsabilité, c'est un honneur. Tout à l'heure, vous avez, dans les préludes, introduit en disant que, en tant que parents aujourd'hui, que nous avons des enfants, qu'est-ce que nous leur léguerons? Moi, je suis plutôt dans cette dynamique où je me dis, important c'est une responsabilité d'être père, ce n'est pas qu'un honneur. C'est plutôt une responsabilité de se dire, quand demain ces enfants vont grandir,
qui puisse dire merci à ce que nos parents nous ont légué. Donc d'où il est important de savoir non pas exister mais vivre. Parce que dans la vie, j'aime bien souvent décortiquer le mot avec les 3 lettres et je dis souvent le V qui veut dire volonté et le I qui veut dire intelligence et le E qui veut dire économie. Donc c'est-à-dire la volonté, intelligence de vivre de manière rationnelle et plutôt et de l'autre côté être en mesure de pouvoir léguer. De pouvoir léguer. Pour léguer un monde meilleur, il faut d'abord le connaître. Il faut savoir comment ce monde s'est comporté. Les enfants, il n'y a pas que nous, il y a aussi en Belgique la force colonisatrice, la métropole de l'époque. Les Belges aussi, à un moment donné, se sont posés des questions sur leur passé. Ils se sont posé la question sur le passé colonial. Parce qu'ils lisaient, ils entendaient, on leur reprochait des choses dont ils n'avaient pas conscience, sinon ils n'avaient pas l'ampleur de ce qui s'est passé pendant près de 100 ans dans les 3 pays, notamment sous la férule de la Belgique, à savoir le Congo belge, le Rwanda et le Burundi. Il y a donc eu une commission parlementaire belge qui a été instituée déjà il y a quelques années pour pouvoir réfléchir sur finalement quel aura été le rôle de la monarchie, quel a été le rôle de l'Église, les autorités publiques, les entreprises coloniales installées dans cet espace. Parce que, en fin de compte, la vérité n'a pas totalement été dite. Même aux Belges eux-mêmes, qui vivent avec une dette, une forme de dette morale à l'égard des 3 pays dont je viens de citer. Les Belges donc ont fait un travail pendant 2 ans et ces rapports parlementaires est arrivé à la fin, mais il s'est terminé en queue de poisson parce qu'il fallait se poser la question de savoir si oui ou non il fallait dédouaner ou dédommager. C'est donc sur ce rapport-là que nous allons parler. Parce que ces rapports révèlent des choses graves, terribles. Et les Belges même, arrivés à la fin de leur propre commission, se sont séparés en queue de poisson. Vous êtes intéressé par la question du passé. Vous avez lu ce rapport, en tout cas une grande partie de ces rapports. Aujourd'hui, 64 ans après, que peut-on apprendre de ces rapports? Qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde actuel? Qu'est-ce qu'il change dans la perception que nous-mêmes, nous pourrions avoir de la Belgique et surtout de son passé colonial? Et d'abord, je voudrais dire ceci, c'est que ce rapport est d'abord une preuve d'hypocrisie et surtout, de l'autre côté, une volonté manifeste de cacher la vérité parce que la vérité étant têtue. Vous savez, c'est comme si vous prenez des cadavres que vous enfouiez en dessous de votre tapis. Et même si vous créez des structures volumineuses pour pouvoir créer un piédestal au point qu'on ne sache pas qu'il y a des corps au-dessous, le corps, il, à un moment, il va parler parce qu'il va puer, il va sentir. Alors, l'on ne peut pas cacher des cadavres impunément ou bien de manière, comment on appelle, avec une volonté manifeste de cacher la vérité sans que celle-ci revienne à la surface. Donc tout à l'heure, quand je vous ai entendu dans votre prélude, c'était presque un peu disculpant pour eux. Et je ne voudrais pas que nous puissions, personnellement, que je puisse être celui qui va disculper le mal. Parce que simplement, en fait, c'est que je l'ai traité d'hypocrisie. Pourquoi? Parce que, d'abord, nous avons un peuple qu'on appelle la Belgique, qui, par un hasard historique, cela fait d'eux des grands, par le fait d'avoir la colonie du Congo. Ce sont des grands par hasard. Et vu que ce n'était même pas préconisé, ce n'était même pas pensé, raison pour laquelle ils n'ont même pas pensé à la suite pour créer le mensonge, afin de pouvoir le tourner dans une fiction comme les autres. Contrairement aux plus grandes nations coloniales de l'époque, nous avions l'Angleterre, nous avons la Hollande, on avait la France, l'Espagne. Pour ne même pas commencer, il fallait même commencer par l'Espagne, le Portugal et l'Angleterre, et les autres ont commencé à venir après.
c'est par rapport au fait que quand, je pense, Henri IV, qui était ce roi flamand qui avait construit la Belgique, et dont à l'époque la capitale, elle était à Liège, n'était pas à Bruxelles. Et les francophones n'étaient pas considérés comme étant des grands. Et vous verrez que quand les choses changent, quand les francophones prennent le pouvoir, ceux qu'on renvoyait dans les colonies, c'était des Flamands. C'est comme ça que nous avons les Côtes-Frodômes ici, on appelle les Pisfrottes, on a des termes comme ça. Voilà. Et donc, c'était pas les francophones qu'on envoyait dans les mouroirs, parce qu'on considérait nos lieux comme étant des lieux de la mort, des jungles et compagnie. Donc, nous avons le roi quand la monarchie première qui a fondé la Belgique, qui était le roi Léopold Ier. Non, le roi Léopold Ier, il vient après. Parce qu'il y a Alexandre IV, je crois, c'est lui qui était flamand, qui a construit, si tu veux, après la bataille de Waterloo pour pouvoir vaincre Napoléon et compagnons. Et donc, les francophones venant étaient, si tu veux, sujets des autres, se sentaient mal à l'aise parce que c'était le parti déjà de se diviser déjà, et c'est un peuple divisé. On dit les chiens ne font pas des chats. Vous voyez, tout a une histoire. Donc de ce fait, déjà, en ce moment-là, quand ces derniers, les Flamands, comme ils ont cet esprit anglo-saxon, qui est de ceux qui aiment distribuer la connaissance. Vous savez, la connaissance, c'est la seule richesse qui ne se perd pas quand elle se donne. Au contraire, elle se multiplie. Ce n'est pas comme des biens éphémères, comme l'argent, un bien matériel quelconque. Donc, ces derniers n'ont pas eu des idées préconçues à mettre les sujets de la nation ou du royaume, non, du royaume belge, certains à l'écart, en disant que vous ne deviez pas étudier. Les grandes universités, tout le monde avait accès à cela. Donc, ce qui fait que les francophones se sont donné la peine de pouvoir rentrer dans les instituts, dans les universités. Ils ont appris le droit, ils ont appris ceci, et fort de cette connaissance, ils ont fait tomber la monarchie première, qui est celle des Flamands. C'est comme ça qu'on ira chercher Léopold Ier en Angleterre. Et je me souviens qu'à l'époque, déjà, quand on le met, on avait pris un roi pauvre, un type qui n'avait même pas d'espoir, parce qu'étant donné qu'il fallait prendre quelqu'un, on a pris voilà, un individu comme ça, qui est le père de Léopold II. Et ce dernier, qui n'a pas fait longtemps, a eu le temps de... En fait, il a eu à mourir. Et c'est comme ça que Léopold II devient le roi de la Belgique. Et il devient roi de la Belgique dans un état qui est, si tu veux, en tohu-bohu, en chaos, qui n'a pratiquement rien, qui n'a aucune richesse. Donc c'est là que ce dernier, la bravoure ou bien la chose que je peux lui donner comme qualité, que je peux le reconnaître, c'était qu'il était ambitieux et qu'il avait le goût du risque. Et il s'est permis plusieurs expéditions, tentatives d'avoir des colonies comme les autres qui ont échoué. Et comme par hasard, c'est comme ça que je dis, ils sont devenus grands par hasard, ils sont rentrés dans l'histoire par hasard, de manière fortuite. Et c'est comme cela que, au travers de l'explorateur qui lui apportera le marché du Congo, et il a essayé et ça a marché. Et donc, c'est effectivement Henri Morton Stanley. Voilà. Après 2 expéditions, qui vient, il vend les informations qu'il possède sur le Congo. Il a essayé d'abord en coulisses et ça marchait. Et quand ça marche, ça lui permet maintenant d'avoir des moyens, commencer à consolider. Si déjà autrefois on se moquait du royaume des Flamands ou encore des autres, disant qu'ils avaient une couronne qui n'était pas en or, qui valait rien et tout ça, lui il est devenu ce roi bâtisseur grâce au Congo, et il a constitué la grandeur, entre guillemets, de la petite Belgique que nous connaissons aujourd'hui. Juste en passant, vous savez qu'il existe une émission jusqu'à aujourd'hui, même pendant qu'on était enfant, ça passait en Belgique, mais aujourd'hui encore cette émission, vous savez comment ça s'appelle? Non. Cette émission s'appelle « Tout ça ne nous rendra pas le Congo ». Donc ils sont nostalgiques. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Voilà. Cette émission, c'est une émission culturelle où on parle de plusieurs sujets. Et en disant, malgré ça, ça ne nous rendra pas le Congo. Parce que le Congo a été l'ambre de leur construction
pour leur devenir et même arriver à s'asseoir sur la table des grands. Alors, On va développer. Hein. pour le rapport dont il est question, juste quelques petits chiffres pour que l'on se comprenne très bien. Il y a eu 300 auditions autour de ce rapport. Il y a eu 128 recommandations dans ce rapport. Il y a eu 700 pages de ce rapport et la commission a travaillé pendant 2 ans et demi. Évidemment, le premier sujet que le rapport a mis à notre disposition, c'était le rôle du Léopold II. Et d'ailleurs, vous venez d'en parler ici avec beaucoup de pertinence. Donc, c'est un roi qui, d'une certaine manière, a apporté à la Belgique ses propres rêves de grandeur. Voilà, un roi aventurier qui a osé et qui a ça a marché pour lui. Qui a marché. Alors, dans les rapports, et c'est le deuxième point que j'aborde avec vous, on ne dit pas beaucoup de choses dans ce rapport, enfin on dit beaucoup dans l'histoire du Congo. La partie que nous allons aborder avec vous, elle est tragique, et je voudrais qu'elle ne puisse prêter confusion à interprétation multiple, mais c'est d'un fait historique. Les Belges sont arrivés ici pendant beaucoup d'années. Les Belges, les hommes surtout, ont fait des enfants avec les Congolaises. Il y a eu beaucoup d'enfants métis qui sont nés dans ces rapports presque violents. Par le viol. Par la violence. Par la violence entre les colonisateurs installés et les femmes congolaises. De ces rapports, de ces relations, de ces rencontres, sont nés beaucoup d'enfants qui sont devenus en réalité une véritable problématique sociale, éthique et morale. Dans le rapport, on aborde la question. Alors, je vais vous demander à vous, en espérant que vous allez garder un tout petit peu, je vous connais votre langage, la question, comment est-ce qu'elle elle vient blesser finalement l'identité congolaise? Parce qu'il y a des générations, des familles entières qui sont en réalité des vrais apatrides, qui ont vécu l'apatridie. Ben, vous savez, tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai commencé en prélude expliquer que c'était d'abord de l'hypocrisie et la volonté de cacher fait en sorte qu'aujourd'hui, la vérité les rattrape. Pourquoi est-ce que c'est une hypocrisie? Parce qu'au fait, c'est que, comme disait un peu chez Diop, avec le terme que j'apprécie, j'aime beaucoup quand il le dit, il parlait de la conspiration du silence. Alors cette conspiration du silence, pourquoi elle est utile pour la politique de l'élite? C'est comme ça que je dis que ce rapport n'est pas d'abord une volonté manifeste de pouvoir mettre à la lumière les choses. Parce que simplement, vous savez, c'est comme toute personne qui est opposante ou bien qui est dans le syndicat ou qui est dans la société civile, qui milite pour une cause, il dit qu'il peut tout faire, ainsi de suite, il veut comprendre les choses. Dès qu'il arrive aux affaires, il se tait. Parce qu'il réalise que ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Vous comprenez? Vous devez savoir une chose. Jusqu'aujourd'hui, c'est peut-être il y a peut-être quelques années, même pas, que l'on commence à essayer de parler de la colonisation dans les écoles. Donc, c'est-à-dire que le Belge, c'est un être qui ne sait pas, il n'a pas assumé son passé colonial, sa volonté colonisatrice et meurtrière, parce que les autres, je vous ai parlé ici sur ce plateau, je pense que j'étais même assis au même endroit ici. Non, j'étais de l'autre côté. Je vous ai parlé de ce principe dans le management qui est enseigné, on parle de la rationalité du mal. Ça veut dire on cogite déjà dans le chaos, qu'est-ce que cela va donner comme gain. Et par rapport à cela, c'est qu'on pense à toutes les étapes, même quand les choses vont devenir publiques, on va leur donner un sens poétique, pratiquement, pour pouvoir atténuer les faits, et ceux qui voudront dénoncer, comme font les Occidentaux, les Français en particulier, ils te traiteront de conspirationniste pour pouvoir cacher cette vérité-là. Vous voyez? Et donc, par rapport à cela, n'ayant pas cette capacité d'assumer leur passé colonial et meurtrier, c'est un peu comme si la descendance de ces bourreaux ont trouvé la richesse glorieuse de la Belgique comme ça, comme par hasard.
Non, c'est Vous pas par comprenez? hasard, Et c'est donc, pas voilà. par magie. Donc, alors, la question... Et donc maintenant, c'est là que j'arrive. Et maintenant, par rapport à cela, les gens qui se posent la question pour amener ce questionnement de ce rapport, c'était pour savoir maintenant comment on est riche, on est grand, on est aujourd'hui cité parmi les grands. Qu'est-ce qui nous a amené à cette dimension-là? Et c'est comme ça qu'il y a eu ces genres de commissions. Mais en réfléchissant, on s'est rendu compte de tous les génocides qui ont été faits, toutes les déstabilisations tous les mal, écologiques, les mains sociétales. coupées, les sociétés... Mais tout ça. aujourd'hui, quand ces gens nous enseignent, ils veulent nous parler de l'écologie, moi je rigole. La chose qui a amené ces barbares vers nous, c'est la destruction écologique. Parce qu'on devait tuer les éléphants pour prendre leur ivoire. On devait casser nos forêts pour les VA. Et aujourd'hui, on casse nos terres, on tue nos enfants pour le coltan. En fait, rien n'a changé. Alors, donc, de ce fait, faisant cette commission, se rendant compte de tout le mal qui a constitué leur grandeur, d'où en ce moment-là, tu deviens une personne publique, tu ne peux pas parler du mal de ton État. Et raison pour laquelle on a gardé cette manière de faire les choses sous silence. Et par conséquent, l'hypocrisie menant la chose, c'est que ces derniers, je vous ai expliqué dans mon introduction, que les gens, les Blancs qu'on envoyait, c'était des Flamands. Parce que maintenant, le leadership a été pris par les francophones qui envoyaient leurs sujets qui étaient flamands pour aller faire le travail de barbare au loin. Et ces derniers, quand ils viennent chez nous, au fait, ils viennent dans un club méditerranéen, ils viennent en vacances. Et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, vous avez entendu parler de ce livre, qui parle des sexes dans les colonies. Et vous verrez comment est-ce que ces Occidentaux venaient chez nous se déchaîner sur nos mamans de manière violente, parce que je voudrais vous dire une chose, il n'existe aucune relation dans le passé historique avec l'époque du brassage, avec les locodermes, avec les Blancs, qui se sont écoulés de la manière la plus poétique ou romantique comme nous la voyons aujourd'hui. Parce que déjà, il était interdit. Parce que au-delà il était interdit ces rencontres entre femmes noires et hommes blancs. Au-delà, non, il était interdit dans nos traditions pour une femme de coucher avec un incirconcis. Vous comprenez d'abord? Oui. D'abord, un incirconcis ne pouvait pas toucher une femme qu'on appelait une kama, une moissi ou bien une wali, hein, ou encore une maya. Ne pouvait pas coucher avec un homme qui n'est pas circoncis. Donc ces derniers n'étaient pas circoncis. Donc c'est le viol qui a constitué, c'était une arme, en fait c'était une arme comme ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. On vous violait, d'abord c'est pour s'amuser, et puis de l'autre côté, on faisait dans votre camp des espions, des alliés qui vont être rejetés par vous. Peut-être chez nous, on va faire en sorte que... Vous savez, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, j'ai suivi avec passion l'histoire de M. Kindelou, qui a été reçu sur Top Congo, qui a parlé de son histoire. Et vous voyez, à son temps, il vous dit qu'à cette époque-là, les Métis avaient plus de privilèges que nous, les Noirs. Pourquoi? Parce que c'était une manière de pouvoir miroiter ou encore montrer un genre de supériorité sur... Au fait, c'est une manière de délégation du chaos. Ça veut dire que nous, on se cache, on met vos enfants qui deviennent vos contremaîtres. Et alors, pour vous montrer le degré de leur inculture dans cette dynamique anthropologique ou sociétale, leurs propres enfants, ils les appelaient des mulâtres. Ils les appelaient mulâtres, mais on peut penser que mulâtre, c'est un terme... poétique ou un terme normal, mais c'était un terme animalier pour appeler leurs propres enfants. Alors, ça ne m'étonne pas que dans ce rapport, que l'on refuse après que ces derniers soient acceptés chez eux, parce que ce sont des animaux, dans leur entendement. Vous comprenez? Dans leur entendement. Et donc... Et ça crée des frustrations mais bien terribles. sûr, parce qu'en fait déjà... Des familles entières. Mais déjà, l'origine du chaos au Congo ou bien en Afrique, c'est le brassage entre le peuple civilisé africain que nous étions et les barbares venant du peuple de la mer. C'est pas le contraire. Non. Nous avons apporté la civilisation à l'Afrique. Mais ça, le christianisme. Ce sont des éléments de langage contemporain pour pouvoir se donner un sens propre. Parce que la barbarie, elle est celle des personnes qui ne savaient pas comment respecter et le Créateur, et les hommes, et la nature.
Parce que c'est au contact avec nous que ces derniers ont appris plein de choses. Alors, Donc c'est par rapport à ça que je vous parle de cet élément assez tragique que nous voyons aujourd'hui, ce déchirement. Des fois, nous voyons des métis ou des métis qui ont un problème d'identité. Ça veut dire souvent, ils sont dans les extrêmes. Soit ils sont très bien, ou soit ils sont très mal. Ou quand ils sont bien, vous allez même voir, moi j'en connais des métis qui n'aiment même pas entendre parler d'une forme de liaison avec un blanc ou une blanche ou encore un métis. Ils préfèrent se mettre en couple avec un noir parce que sachant l'histoire de ses grands-parents ou de ses aïeux, savent comment ça s'est passé. parce que et justement dans les rapports, il est dit que la plupart des enfants qui naissaient comme ça, parce qu'ils n'étaient pas reconnus par leurs géniteurs, ne pouvant pas accepter l'opprobre de leurs actions, on les mettait dans des foyers sociaux, tout ça. Et on Il les faudrait mettait- aussi rajouter, peut-être enrichir votre énoncé. C'est que la plupart de ces enfants, il y en avait aussi des enfants de prêtres, Oui, bien sûr. On les mettait dans des orphelinats, des orphelinats des rangeoirs. et ils ne pouvaient même pas faire l'effort de retrouver leurs parents. Parce qu'il fallait quand même retrouver les géniteurs. Et alors, dans ces conditions, refusés par les géniteurs, parce qu'ils ne les reconnaissaient pas, ensuite, n'ayant pas, même s'ils étaient en Belgique, parce que beaucoup on les amenait en Belgique, et en Belgique, ils n'avaient pas de droits. Ils n'avaient pas de droit d'être comme tous les enfants belges, parce que n'étant pas reconnus par des parents belges. Ce rapport dit cela et en fait un cas de conscience terrible. Et quand nous mettons un tout petit peu tout ceci en rapport avec le Congo d'aujourd'hui, on se rend bien compte que les victimes de cette colonisation sont à compter par millions. Mais vous savez, quand vous connaissez vous connaissez le livre, vous connaissez Gobineau, vous connaissez le livre de la rationalité du mal, vous voyez toutes ces personnes qui ont essayé de pouvoir mettre l'être humain dans une classification animalière et mais aujourd'hui, des fois, je suis épaté quand on nous dit que quand quelqu'un pourrait parler comment on va me traiter de raciste. Vous comprenez? Mais je veux vous dire que l'Africain n'est pas raciste. Parce que l'Africain n'a jamais traité l'autre d'animal. Le racisme est une idéologie, est une pensée, est une philosophie, locoderme, barbare du peuple de la mer. Parce qu'au fait, c'est que mettre l'autre humain comme, le considérer comme étant, il se dit le blanc, il est supérieur, après lui vient le jaune, le rouge, ok, et le noir, il te dit il est juste un peu après, L'animal. un peu après ou un peu avant le singe, pas simplement l'animal. Vous comprenez? Parce qu'au fait, quand on parle de racialisme, c'est en fonction de la mensuration crânienne des animaux que l'on pouvait éventuellement Comparé. ok? Alors, le noir, l'Africain n'a jamais traité le blanc, question de couleur, en l'appelant un animal. Parce que si l'on devait aller dans la même logique, nous, on nous traiterait de singes, mais nous, on leur traiterait plutôt de porcs. Par rapport, si on devrait faire cette allégorie-là. Donc, vous voyez que ce n'est pas dans notre logique, mais c'est plutôt dans le souci de restituer l'humanité. Parce qu'on ne peut pas corriger une infamie par le mensonge. Dans ce rapport-là, nous avons parlé évidemment des enfants métis, parce que c'était des rapports à 700 pages, et moi je conseille aux Congolais, aux jeunes chercheurs, aux universitaires, de lire ces rapports, et de se faire une idée exacte de comment la conscience des autres peut devenir troublante, parce qu'elle est troublée même, parce qu'elle a été alimentée par ce qu'a dit mon invité, la rationalité du mal. Alors, parmi les sujets que le rapport aborde, il y a les sujets Hutu-Tutsi. C'est un sujet qui est abordé dans les rapports dans l'optique que c'est des différenciations Animalière, qui ont été créées par le colonisateur. Il trouve un peuple qui est uni, qui a une même langue, il crée des classifications morphologiques, il donne des cas d'identité, il impose, vous désormais, vous êtes des Hutus et vous êtes des Tutsis, et ainsi de suite. Cette séparation est à l'origine même de ce qui va devenir plus tard le génocide. Alors, je peux en placer? Je vous en prie, c'est à vous que je pose la question, parce que vous en êtes un de ceux qui réfléchissent à la question. Vous savez, une fois de plus, j'ai envie de dire, les chiens ne font jamais des chats. Au fait, il n'y a rien de nouveau. J'ai envie de dire une fois de plus, vous savez, le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir.
Parce qu'au fait, ils vous reproduisent ce qu'a été leur environnement et ils vous l'ont ramené. Vous voyez pourquoi est-ce que j'ai essayé de commencer par un prélude historique pour nous mettre dans un contexte qui va commencer à expliquer ces derniers que nous sommes en train maintenant, dans lequel nous sommes en train d'échoir. Ils ont déjà ce problème chez eux de tribalisme, on va dire ça comme ça, et ils viennent nous le coller parce que c'est leur, on va dire, c'est leur paradigme. Voilà. C'est leur paradigme de vie. Il faut qu'ils vivent dans des tribus. Il faut qu'il y ait des séparations. Et aussi, comme on dit, le machiavélisme faisant que c'est diviser pour mieux régner. Nous avons tout à l'heure parlé en intro de jeu que la thématique de notre émission était question de l'indépendance après indépendance. Est-ce que nous sommes indépendants en l'occurrence? Parce que l'indépendance, au fait, aujourd'hui, les gens parlent de la liberté. On veut être libre, c'est la démocratie. Moi, j'ai envie de dire, la démocratie, c'est une grosse affabulation. J'ai envie de dire, la démocratie n'aime pas le peuple, autant que la religion n'aime pas Dieu. Vous comprenez, c'est paradoxal. Mais pour ceux qui comprennent, les initiés, ils savent de quoi je parle. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que j'en parle ainsi? Parce que simplement, la vraie liberté, le vrai indépendance, ce n'est pas d'être soumis à un dictat, ou à un genre, ou à un type de vent. La vraie liberté, la vraie indépendance, c'est être en mesure de réfléchir par soi-même et de dire ce que l'on pense par soi-même, non pas pour pouvoir choquer, brusquer l'autre, parce que d'autant plus, je t'ai parlé tout à l'heure de peuple barbare, que c'est nous qui étions les civilisés. Parce que quand on parle de civilisation, ça veut dire, elle est précédée par une logique sociétale agraire. Le peuple civilisé, c'est un peuple agriculteur. Parce qu'il connaît les saisons, il sait comment se tenir, comment est-ce qu'ils doivent se construire, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un genre, nous ne sommes pas dans l'indépendance. Parce que c'est à la mode. Autant que, je pense, le président, c'est pas Nkrumah, celui du Guinée, celui qui a eu à... c'est pas Modibo Keïta, non. Le président guinéen qui avait fait les qui a dit à De Gaulle que... Sékou Touré. Ok. Sékou Touré, en son temps, vous voyez, il a anticipé l'indépendance. Parce que les autres voulaient nous donner l'indépendance comme des pains de l'usine Pain Victoire de la même dimension, les 200 francs, ou 500 francs. Non, écoutez les gars, il dit non, c'est pas à toi de me donner ma liberté. Moi, je la prends. C'est comme ça que De Gaulle a dit, si tu veux ta indépendance, alors prends-la. Mais de manière, comme qui dirait, c'est comme si à Kiné Luango. Pour preuve, après, il lui a fait la guerre, et il lui a fait des problèmes pour qu'il ne réussisse pas dans cette démarche-là. Et nous avons reçu une série d'indépendances, de dates en 60, une série comme la Conférence nationale, c'était une série après la Baule. Donc, pourquoi est-ce que je le dis? C'est que simplement, être indépendant, c'est être en mesure de réfléchir de par soi-même, de par sa propre culture. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous parlons français. Quand nous voulons dire des choses, nous le réfléchissons en français, mais nous ne le réfléchissons pas dans notre langue. Parce que certaines choses que nous disons en français n'ont pas la même signification dans nos langues. Vous comprenez? Alors, pourquoi est-ce que j'introduis cela de cette manière, on va dire, linguistique, historique, sociologique, pour bien les choix? Parce que notre émission, c'est un débat intellectuel, c'est pas politique ni partisan. Nous sommes dans la vérité historique, et cette vérité historique, que tu l'aimes pas, elle va te rattraper. Donc du coup, ces derniers qui sont déjà tribaux entre eux, qui sont déjà sectaires, allez, je préfère le mot sectaire, parce que le tribalisme, il amène chez nous, mais chez eux, il parle de sectarisme. Parce que tu as un coin des Wallons, tu as un coin des Flamands, tu as un coin de ceci, cela. Donc, par rapport à cela, il nous ramène d'abord, il nous impose une langue qui est le français. Et aux approches avec nos aïeux, avec nos parents, d'autant plus qu'ils ne comprenaient pas ce dont nous parlons, ils ne comprenaient pas nos langues. Et ils vont d'une manière synthétique. Et dans le synthétisme, ils font des raccourcis qui deviennent des faits scientifiques et qui sont tueuses jusqu'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je le dis? Nous avons parlé des Tutsis et des Hutus. Il est important de pouvoir avoir le souci de l'étymologie. Que signifie Tutsi? Que signifie Hutu? Vous comprendrez que quand vous avez l'étymologie du mot, tout ce que nous disons là, de la morphologie, c'est une bêtise.
Et donc d'autres qui rajoutent nilotique. C'est une bêtise. Parce que Tutsi veut dire quoi? Tutsi veut signifier simplement berger. Et Hutu veut dire agriculteur. C'est donc des activités humaines. Des activités humaines qu'on a essayé de pouvoir racialiser cela. C'est pour ça que je vous dis que l'Africain, le Congolais, de souche n'est pas raciste. Nous ne stigmatisons pas quelqu'un de manière animalière. Vous comprenez? Même quand quelqu'un est sot, d'accord? Le français va te dire quand quelqu'un n'est pas intelligent, on va dire qu'il est bête. Ça veut dire que le blanc, puisque c'est un cadet de la nature, pour lui, les choses qu'il voit, il les comprend à la manière de Dragon Ball Z, d'accord? De Tortue Ninja. Mais il ne demande pas aux aînés c'est quoi. Les aînés qui sont les Africains qui sont des aînés. Mais maintenant, l'Africain, quand il doit parler de quelqu'un qui n'est pas intelligent, il le traite de Zoba. Il dit aux Azoba. Zoba ne veut pas dire animal. Parce qu'au fait, Zoba veut dire inconscient, enfant. Ce n'est pas un état statique. C'est un état évolutif. Nous tous, toi et moi, nous sommes des anciens Zoba. Quand nous sommes nés, comme vous avez célébré ma fille qui vient de naître, qui s'appelle Mali Yamungundaya, d'accord, vous venez de la célébrer. Pour le moment, on peut dire Azazoba. Parce que Aza tributaire, Ayebi Eloko Mokote, et même quand nous parlons pour le moment, certaines choses que nous sortons comme lumière, pour d'autres, ils vont être éclairés. Ceux qui Bouzo Bezalaki Liboso, c'est comme ça qu'on dit en lingala, Bouzo Liboso, Maye Lissi. Alors, donc, de ce fait, pourquoi est-ce que l'Africain ne traite pas l'animal comme étant symbole de l'inconscience ou de l'ignorance? Parce que l'Africain considère que l'animal, c'est son grand frère. Parce que tout ce que nous mangeons, c'est le singe, c'est le chien, c'est elle qui lui le mange, qui nous l'apprend. Donc, c'est-à-dire, les animaux, pour nous, sont nos aïeux. C'est la raison pour laquelle ils font partie de nos totems. Donc, nous ne pouvons nullement traiter qui que ce soit d'animal ou d'animaux parce qu'on veut le situer. Un peu plus bas. Tu comprends? Alors qu'il est au-dessus. Alors, il est au-dessus. Parce que tout ce dont nous sommes, allez, tenanciers du savoir, ce sont les animaux qui nous ont enseignés. Vous comprenez? Et même, certains champs, certains espaces cultivés ou cultivables non humains ont été faits par nos grands frères animaux ou oiseaux qui ont pris certaines choses, qui ont mangé et qui ont déféqué, et cela a été après une richesse pour nous. Donc on ne peut pas les traiter d'animaux. Donc ça veut dire qu'il est important de savoir réfléchir. L'indépendance de 60 devrait arriver à la dimension où le Congolais pense en Congolais. Pour mieux se comprendre et on va mieux se regarder, on va mieux se parler. Donc dès qu'on comprend les choses telles que nous l'expliquons maintenant, vous comprendrez que la situation de Tuti Hutu, c'est un montage, c'est comme ce plateau, c'est un décor. Parce que derrière, c'est de la tôle, c'est du carton. Et même du rêve ailleurs. Pour franciser le terme, on le traite de nilotique. Mais est-ce que vous savez que nilotique vient du mot Nil, du fleuve Nil? Qui ne peut pas produire une race. Voilà, est-ce que tu peux me dire, nous qui avons le fleuve Congo, qui est né chez nous au Katanga, à Kile-la-Balanda, qui aujourd'hui est le patrimoine de tout le monde. Les Congolais de Brazza disent que, voilà, bassin du Congo, jusqu'au Gabon, tout le monde se prévaut de cela. Donc le Katangais pourrait dire que c'est beaucoup plus pour lui que pour vous. Vous comprenez? Bon, je veux poser la question. Est-ce que tous ceux qui vivent le long du fleuve, ils se ressemblent? Pas du tout. Alors pourquoi est-ce que tu vas dire que tous ceux qui vivent le long du Nil, tu vas les traiter de nilotiques? Parce qu'aujourd'hui, les faits, les termes scientifiques, les termes anthropologiques, ce sont des termes de dénigrement et qu'on appelle ça, de déplacement mental. Vous savez, l'occidental, quand il ne sait pas te voler quelque chose, il te la détruit là où elle est. Comprenez? J'ai été la fois passée dans un vol, que je vous ai dit que je venais d'un voyage assez long. J'étais avec une voisine qui était une dame du Kenya et qui vivait à Mombasa et tout ça. Donc, comme on a fait un vol de 8 heures ou je sais pas, donc on est obligé à un moment de se parler. On a commencé à parler et elle me demanda de savoir d'où je venais, qui j'étais, et ainsi de suite. Et puis, elle était étonnée de voir que je pouvais parler swahili, et je parlais français, et je parlais anglais. Et puis, elle dit, tu es congolais? J'ai dit oui, et tout ça. Et puis, comment tu parles swahili? Je dis, parce qu'on parle swahili. Et puis, elle voulait commencer à me dire, vous avez un swahili bizarre, et ainsi de suite. Et je l'écoutais, je rigolais, c'est vrai. Je dis, vous savez, chaque peuplade peuvent parler la même langue. Au fur et à mesure, ils se décalent. La langue a des nuances. D'accord?
Et je dis au fait, est-ce que tu sais est-ce que tu connais l'origine du Swahili? Alors elle me dit, ce qu'on nous a tous appris, mais c'est arabe, ça vient du Yémen, et ainsi de suite. Je dis non. Le Swahili, d'abord c'est un terme actuel. Le terme, le vrai nom du Swahili, c'est le Kingwana. Et vous savez d'où vient les territoires Ngwana ou les Kingwana, c'est où? Je dis, je ne sais pas. Je dis, voilà, le Kingwana, c'est chez nous au Congo, c'est au là-bas, c'est en Ituri. Donc le Swahili est né chez nous. Vous qui êtes musulman, toi tu es musulmane, n'est-ce pas? Elle me dit effectivement. N'est-ce pas que quand on veut te valoriser, te dire que tu es digne, on te dit que tu es Mungwana? Je dis oui. Alors, tu vois, quand on te dit que tu es Mungwana, ça dit que tu es de chez moi. Ça veut dire que tu es de chez moi du Congo. Parce que le Kingwana, les Bangwana, ils sont du Congo. Donc ça veut dire que comme le blanc ne peut pas délocaliser une terre géographique et l'amener ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il la déstabilise et maintenant il change, il te fait du porti-porta dans le cerveau et il t'amène à pouvoir croire en des fables. Donc ça veut dire la dimension de grandeur, vous savez, pour être grand, on veut te dire que tu es grand. Au fait, en réalité, on te dit, tu es congolaise. Elle est restée bouche bée. Alors, dans les rapports, effectivement, nous allons terminer par là parce que le temps nous imparti, hélas, n'est pas aussi grand que je le voulais. Alors, dans le rapport, effectivement, on aborde la question de la recherche. Les chercheurs, à l'époque, pour asseoir le mensonge, pour asseoir la domination, pour asseoir ce que vous avez appelé l'épopée meurtrière sur le peuple aussi, parce qu'on compte quand même plus de 10 millions de morts dans une opération qui était, entre guillemets, humanitaire. Hein? On ne peut pas quand même aller faire l'humanitaire avec 10 millions de morts. Alors on pense que la science a été au service du mal. Bien sûr. Elle a donné les arguments pour justifier la classification des sciences, en tout cas des sciences humaines. Des sciences comme la phrénologie, il y avait des sciences comme ça, l'anthropologie étudiée pour pouvoir classifier l'homme noir, on regardait les nez, etc. et tout ça. Nous allons peut-être quand même asseoir aujourd'hui la dernière question, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Comment nous déconstruisons? C'est les Belges qui ont écrit. Ils se donnent ce que vous avez appelé une conscience hypocrite pour justifier quand même le poids de l'histoire, parce que c'est quand même trop fort que leurs petits-enfants leur demandent « vous avez fait ça ». Donc c'est vous, quand ça se découvre, ils doivent trouver une explication, ça a été fait. Mais comment nous déconstruisons cette idée? Comment les Congolais arrivent non seulement à se décomplexer, parce que ce qui a été la résultante de ces années de colonisation, c'est que le Congolais, vous allez voir, est même nostalgique de la colonisation. Parce qu'il n'a pas connu autre chose. Nous avons une mentalité régressive. Ça signifie que les douleurs d'aujourd'hui, les manques d'aujourd'hui, subliment les dirigeants d'hier. Ça signifie que si aujourd'hui, nous avons une situation qui n'est pas bonne, par exemple, c'est Fatou Tshisekedi qui est au pouvoir. On dit il faut Kabila. Kabila était bien. De Kabila, on parle de Mobutu. Jusqu'à ce qu'on parle du colonisateur. Du colonisateur. Cette mentalité régressive qui veut que l'on sublime le passé parce qu'on ne sait pas supporter le présent doit être déconstruite. C'est la question que je vous pose et je vois qu'elle est la dernière. Vous savez, pour ceux qui sont bibliques, ils vont dire, c'est écrit, vous connaîtrez la vérité, celle-ci vous affranchira. Ok? Et donc, ça sera par la prêche de la vérité. Et au-delà de ça, important, il sera qu'il y ait maintenant cette volonté politique pour vouloir promouvoir la vérité. L'audace de vouloir exister. La peur de la mort, elle est retenue à celui qui est ignorant, qui ne vit pas. Vous savez, nous sommes des cadavres depuis le croisement avec ces gens. Nous sommes des cadavres. Mais vous savez, le seul rêve d'un mort, c'est quoi? C'est de revenir à la vie. Le rêve d'un mort, c'est de ressusciter. Et je ne connais pas un mort qui a peur d'être chicoté. Je ne connais pas un mort qui a peur de mourir. Je ne connais pas un mort qui a peur d'être dénudé. Alors donc, par rapport à cela, comme disait Omotunde, il faudrait qu'il y ait cette volonté de puissance.
de par nos autorités. C'est comme ça que je vous dis une fois de plus, indépendant, on est sur papier, parce que si réellement l'on était pour de vrai, on ne devrait pas vouloir avoir un discours qui doit être un discours dicté pour que ça soit distribué en série comme des pains de 200 grammes à chacun. Donc il est important aujourd'hui de pouvoir faire appel à notre mémoire historique. Raison pour laquelle cet exercice que vous voyez souvent, quand il y a un problème, ou à l'époque de Tshisekedi, on te dit à l'époque de Kabila c'était bien, et à l'époque de Kabila on te dit à l'époque de Mobutu, et c'est de Mobutu dit à l'époque du Belge, n'est-ce pas? Parce que simplement l'être, nous sommes dans ce souci de se reconstruire. Inconsciemment, nous avons souci de retourner vers notre passé, mais nous ignorons le chemin. C'est comme cet esclave qui a vécu pendant 60 ans dans une ferme de son maître, qui n'a connu que ces 4 coins de l'enclos, et on lui dit tu es libre, on te dit tu peux partir, et le monsieur il fait 10 pas, et il se rend compte il ne sait pas où aller, d'où il fait quoi? Il revient là où son bourreau l'a toujours logé dans la gêne, dans la honte, il nous faut croire donc à un avenir. Il faudrait d'abord croire en nous-mêmes, croire en notre passé. Vous savez, tous ces barbares sauvages que j'appelle caucasiens, le peuple occidental, ils se sont reconstruits sur base d'un socle historique. Raison pour laquelle vous verrez, les anglo-saxons, les francophones, les germaniques et tout ça, tous comme par hasard, leurs racines, leur socle de démarrage, c'est la Grèce antique. Il faudrait avoir des piliers. Et nous avons des piliers qui sont floisons, qui nous parlent mais que nous n'entendons pas. C'est comme me disait une amie qui me dit, tu sais, quand des fois je suis sur mon balcon, je vois ces tronçons, ces troncs d'arbres qui sont exportés, qui quittent le Congo pour aller ailleurs, et j'ai l'impression que ça me parle. Elle me dit, vous me voyez, vous me laissez partir comme ça, et vous ne faites même rien pour moi. Vous comprenez? Donc on doit avoir des éléments historiques qui nous reconstituent. Il faudrait commencer à prêcher le Congo, prêcher, recélébrer nos langues. Parce qu'aujourd'hui, certaines solutions qui sont aujourd'hui comme dans des laboratoires mystérieux qu'on n'arrive pas à trouver de lumière, la solution, on investit des fois des milliards pour soi-disant trouver des solutions scientifiques. Pendant ce temps, que la solution que l'on recherche, elle se trouve simplement dans l'interprétation étymologique d'un mot, d'un nom, qui se dit dans ta langue que que tu parles, que tu n'entends pas. Vois-tu? Et donc, important il est aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir cette volonté de puissance, cette audace de réaliser qu'on est mort et que maintenant, autorité que tu es déjà mort, tu ne mourras pas. Tu ne mourras plus 2 fois. Donc ça veut dire ose. Et quand tu vas oser, tu auras le peuple qui va te servir de rempart. Comme en Bolivie, où il y avait un peuple, où il y a un gouvernement, le président démocratiquement élu, il y a peu, qui a commencé à faire des réformes dans le sens de redynamiser les choses en fonction des Boliviens pour les Boliviens. Les États-Unis ont monté des généraux dans l'armée pour pouvoir le faire tomber. Et le monsieur a eu à faire quoi? Puisque j'ai démarré mon action de la volonté de puissance, et il a vu que la présidence était assiégée par ses généraux, le président a appelé son peuple pour dire, écoutez, il se passe ceci et cela. Le peuple est descendu en termes de millions dans les rues. Les militaires qui ont voulu faire le coup d'État ont échoué, et ça a été, leur plan a complètement été mis en pacotille, et le président qui voulait tomber est aujourd'hui encore au pouvoir. Et qu'est-ce que je veux dire pour m'échoir? C'est que n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Parlons du Congo, non pas tel qu'on nous a donné comme des récits à répéter, mais parlons du Congo tel que nos parents nous racontent l'histoire. Parce que c'est trop facile aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de pouvoir utiliser une pensée déjà dite, comme en faire un slogan, que de pouvoir chercher à réfléchir, à faire la démarche vers son passé, ou bien vers ceux qui sont autour de nous pour avoir des lumières. Vous savez, c'est le mensonge qui gouverne l'humanité aujourd'hui. Napoléon a dit, j'ai l'habitude de le dire sur ce plateau, Napoléon a dit ceci, l'histoire est le seul mensonge auquel nous sommes tous mis d'accord. Vous voyez? Maintenant ça c'est leur histoire. Il est temps qu'aujourd'hui, que le Congo raconte son histoire. Merci, Monsieur Samuel Yamungu. J'ai fait 2 fois la même erreur. Parce que le mot Biamungu est quelque chose.
Vous n'avez pas senti? Non, parce que je pense que dans Yamungu, c'est encore plus particulier. Parce que Yamungu, c'est plusieurs choses. Mais par contre, Yamungu, c'est la chose qui ne se prête pas. Vous nous avez donc, M. Yamungu, offert un cadeau d'anniversaire d'indépendance. Nous avons voulu célébrer cette indépendance en réfléchissant profondément. Il nous faut donc nous libérer, comme l'a dit ce soir notre invité, de la peur. Parce qu'en toute façon, rien de pire ne peut vous arriver si vous êtes déjà mort. Alors quand on est mort, on n'a plus peur de rien. On ne peut que remonter. On attend la résurrection. La résurrection. Et ce pays doit ressusciter à la lumière, doit ressusciter à la puissance, doit ressusciter à la vérité. Et à la vie. Et à la vie. Parce que c'est un pays qui a été destiné à la vie et la vie en abondance. Nous ne pouvons donc pas, pendant de longues années, des siècles, répéter constamment cette pauvreté d'emprunt parce qu'elle a été construite. Il nous est dit d'être pauvres pour faire plaisir à certaines réflexions. Le Congolais n'est pas pauvre, le Congolais est peut-être démuni, mais son histoire et son potentiel sont très grands. Merci d'avoir été avec nous. J'espère vous retrouver à une prochaine émission. Je vais réinviter M. Samuel Yamungu pour une seconde émission parce que nous avons un autre sujet qu'on n'a pas abordé ce soir. C'est que vous savez qu'il y a eu des exhumations dans ce pays. On est venu chercher un certain nombre de corps qu'on avait amenés en Belgique à l'époque pour les étudier. Tout ça, c'est des choses que nous devons reprendre aujourd'hui à maîtriser. Parce que non seulement des objets d'art, même des reliques, même des corps, et c'est en Belgique, qui doivent rentrer au Congo. Bonsoir et à la prochaine.